Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous avez beaucoup parlé de la France et de l'Europe dans une échelle plus large, mais l'Allemagne a déjà entamé ce qu'on pourrait appeler une espèce de transition écologique. Et j'aurais bien aimé avoir votre avis sur ce qu'ils avaient entrepris comme mesures et comme transformation. Et est-ce que, d'après vous, c'est en quelque sorte une bonne voie ou une voie à suivre, ou qu'est-ce qu'il y a comme défaut, ou est-ce qu'on pourrait travailler en coopération avec eux? Je ne sais pas. Alors, c'est une excellente question, merci de l'avoir posée. Effectivement, l'Allemagne a déjà engagé ce qu'elle appelle die Energiewende, donc le tournant énergétique. On pourrait dire qu'il y a un certain nombre de chantiers sur lesquels c'est bien parti, par exemple la rénovation thermique des bâtiments des particuliers. L'Allemagne s'est dotée des moyens de la financer, elle l'a entamée, elle est en avance sur nous. Nous avons également un programme en France grâce à la Caisse des dépôts pour le financer. J'espère qu'on va rattraper notre retard sur ce point-là. Ensuite, il y a toute une série d'autres chantiers concernant die Energiewende allemande qui vont beaucoup moins bien. Vous savez que la fermeture des centrales nucléaires allemandes a entraîné au fond une détérioration du bilan carbone de l'Allemagne, au sens où elle a remplacé une partie de ses centrales par du charbon, ce qui fait que le bilan carbone devient catastrophique. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres grandes erreurs stratégiques qui ont été commises par nos amis allemands. Par exemple, la mer d'éoliennes qui se trouve en mer du Nord produit énormément d'électricité. Les usines allemandes sont majoritairement au sud et les ménages allemands ne veulent pas avoir de lignes à haute tension dans leur jardin. Et donc, finalement, l'Allemagne, pour l'instant, n'arrive pas à transporter son surplus d'électricité venant du mer du Nord vers le sud. Et du coup, inonde la Pologne, par exemple, avec ce trop-plein d'électricité, est en train de ruiner l'équivalent polonais d'EDF qui n'en demandait pas tant. Vous voyez. Donc là, il y a une série de bêtises qui ont été faites. Bon, il y en a encore une autre qui est l'État allemand s'est engagé à racheter l'électricité produite par les ménages. Et il se trouve que ça a très bien marché, c'est-à-dire que vous avez des centaines de milliers de ménages allemands qui ont installé des éoliennes dans leur jardin et qui produisent de l'électricité et qui, du coup, obligent l'État à leur racheter cette électricité à un prix qui est très supérieur au prix de marché. Ce qui coûte très cher à l'État, met en grande difficulté l'équivalent allemand d'EDF, etc. Bon. Les industriels allemands avec lesquels je discute sont tout à fait conscients de ces difficultés. Je ne serais pas du tout étonné que l'Allemagne fasse marche arrière sur toute une série de ces questions. Il n'empêche que ce n'est pas un scoop de vous dire que la conscience dans la population allemande de l'urgence de la transition écologique est nettement supérieure à celle qu'on trouve en France. L'engagement de la classe politique allemande, même s'il est ambigu, est quand même nettement plus explicite qu'en France. Bon. Et puis, pour terminer sur le dernier aspect de votre question, est-ce qu'on peut coopérer avec l'Allemagne? J'espère bien. Pour vous donner un exemple, à la demande du gouvernement, je travaille actuellement sur la question du financement de la rénovation thermique des bâtiments publics en France. Et c'est un projet absolument magnifique qu'on pourrait tout à fait lancer avec l'Allemagne. Parce que l'Allemagne n'a pas entamé la rénovation thermique des bâtiments publics. Et donc, c'est un projet qu'on pourrait très bien lancer au niveau européen avec comme locomotive le couple franco-allemand. Vous avez dit qu'il y avait 2 régions actuellement qui pouvaient lancer la transition écologique. Est-ce que, en admettant que ces 2 régions le fassent, est-ce que ce sera suffisant pour réduire de manière significative les impacts environnementaux? Bon, c'est une bonne question également. La réponse est évidemment non. C'est clair que non, mais je pense que vous connaissez la réponse à l'avance. Le point, à mon avis, n'est pas du tout celui-ci. C'est-à-dire, il ne suffit pas que l'Europe et le Japon, par exemple, entament la transition et réduisent drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. Il faudra que la totalité de la planète le fasse. Simplement, pour le faire, vous comprenez bien qu'il y a un enjeu technique et que, du coup, on a besoin que quelqu'un se lance. Et avec le retour d'expérience qu'il aura lui-même acquis parce qu'il aura essayé, il apprendra au reste de la planète à le faire. Alors, ce n'est pas une manière de ressusciter le vieux programme européen fin 19e où la civilisation ouest-européenne va dicter au reste du monde la sagesse des Lumières, vous voyez, de la Aufklärung. Ce n'est pas vraiment ça, mais quand même, nous, on a les ingénieurs qu'il faut pour faire ça. On est capable de le lancer et d'une certaine manière, moi, je crois que les entreprises qui sont compétitives sur cette planète dans 20 ans seront celles qui précisément ne dépendront pas du pétrole et seront capables de montrer au reste du monde comment on fait. Vous savez qu'actuellement, ce sont des ingénieurs français qui expliquent aux ingénieurs britanniques comment tenir leurs centrales nucléaires. Donc il y a eu un renversement des rôles, parce qu'au XIXe siècle, ce sont des ouvriers anglais qui ont expliqué aux ouvriers français comment faire des mines de charbon. La question qui nous est posée, c'est qui, dans ce siècle-ci, apprendra au reste du monde à faire la transition ?
Si le Japon et l'Europe diminuent en particulier leur consommation d'énergie fossile, comment est-ce que ça pourrait ne pas avoir comme conséquence le simple fait que ces énergies auront des prix plus bas à l'échelle internationale et que simplement ce sera une opportunité pour d'autres pays de l'acheter moins cher et de la consommer, ce qui fait qu'au niveau planétaire, ça aura aucun impact? C'est une bonne question, vous avez raison. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai essayé de dire un peu rapidement, hein, le signal prix du prix du pétrole ne permettra pas de faire la transition. Et donc, actuellement, comme vous le savez, en gros, le baril tourne autour de 100 $. Bon, il se pourrait qu'il ne décolle jamais au-dessus de 100 $ et que donc nous n'ayons jamais, dans les décennies à venir, l'incitation en termes de prix à lancer la transition. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait un vrai débat démocratique, politique entre nous, et que l'ensemble des acteurs de la planète arrivent à se convaincre mutuellement qu'il faut lancer cette transition pour des raisons climatiques. Pas sous la contrainte du signal prix. Parce que ça, je pense qu'on n'y arrivera pas. Vous voyez ? Mais au fond, de mon point de vue, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que les prix de marché nous dispensent de discuter entre nous. Il faut revaloriser la dimension de la discussion politique, au sens d'Habermas, pour les philosophes par exemple, et entamer cette négociation avec nos partenaires chinois, russes, américains, d'Amérique latine, etc. Vous voyez ? Et ne pas attendre une espèce d'envolée du prix du pétrole à laquelle je ne crois pas. D'autant que ce qui peut arriver au mieux, ce serait pour des raisons, de contraintes locales dans l'approvisionnement, dans le flux d'extraction de pétrole quotidien, disons une explosion du baril, je dis un chiffre au hasard, à 200 $. Mais là, on aura une récession mondiale immédiate, et donc le prix du baril va immédiatement s'effondrer. Donc, au mieux, ce qu'on peut avoir, c'est une grande volatilité du prix du baril, mais très vraisemblablement, nous n'aurons pas un baril à 300 $ éternellement à partir de 2025. Vous voyez ? Et donc, il faut faire autrement. Et après, je suis bien d'accord avec vous que ça veut dire que la tentation de continuer à consommer du pétrole sera très forte. Donc là, il y a une véritable autodiscipline que les pays doivent avoir. Alors maintenant, il ne vous a pas échappé que les typhons sont de plus en plus nombreux, que les inondations aussi, que les événements climatiques extrêmes se multiplient. Et on peut espérer que l'élite des différents pays véritablement décisionnaires sur cette question, petit à petit, prennent conscience du fait qu'elle a tout intérêt à lancer la transition, même si le prix du baril n'est pas très élevé. Parce que ça lui coûtera beaucoup trop cher de ne pas le faire. Est-ce qu'il ne serait pas financièrement plus efficace de mieux arriver à contrôler la consommation d'électricité en faisant des effacements, de la domotique et ce genre de choses-là, que refinancer toute l'isolation des bâtiments? Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question, parce que précisément la rénovation thermique du bâtiment, la mobilité, tout ça, ça va dans la direction de la sobriété en termes de consommation énergétique, de toute nature. Après, on ne va certainement pas pouvoir se passer l'électricité entre aujourd'hui et demain matin. Sauf si vous rêvez qu'on puisse retourner à la chandelle, vous voyez. Bon. Donc l'électricité, on en a encore pour longtemps. Maintenant, évidemment, je suis d'accord avec vous, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à la fois à la produire autrement qu'avec du pétrole, et par ailleurs, à s'en passer autant que possible, tout en sachant très bien qu'on n'arrivera pas du tout à s'en passer complètement, évidemment. Sur ce point, je rajoute un mot, c'est la question absolument cruciale de ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, c'est une observation qui a été faite par beaucoup de gens depuis plusieurs décennies, qui est que l'être humain est ainsi fait qu'à chaque fois que nous faisons un progrès dans l'efficacité énergétique, eh bien, nous perdons le fruit de ce progrès à cause de notre voracité énergétique. L'exemple typique, c'est la voiture. Nos voitures aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces dans l'usage qu'elles font de l'énergie qu'elles consomment que les voitures des années 50, beaucoup plus efficaces. Donc on a fait d'énormes progrès qui vont dans le sens de la sobriété. Mais en même temps, on a bourré nos voitures de gadgets qui n'existaient pas du tout dans les années 50, de sorte que nos voitures aujourd'hui consomment autant d'énergie que dans les années 50. Donc c'est ça l'effet rebond. C'est-à-dire nous sommes tellement voraces qu'à chaque fois que nous faisons un progrès, nous le perdons en rajoutant un CD à droite, un téléviseur à gauche, un ordinateur, etc. Dans la voiture, par exemple. Donc là, il y a un enjeu fondamental, et c'est là que, disons, le haut niveau éducatif de la population qui lancera la transition joue un rôle. C'est-à-dire qu'il faut une population qui est capable de comprendre l'enjeu de la transition et qui est capable de résister, de traverser la tentation de l'effet rebond. J'ai une question sur le financement. En fait, vous avez dit que globalement, si on réalise la transition énergétique, on aura un gain, on gagnera une valeur. Mais
j'ai pas une vision aussi optimiste parce qu'en fait, on évitera juste une perte. Et comment est-ce qu'on mesure ce qu'on gagne quand ce qu'on gagne, en fait, c'est juste éviter de perdre quelque chose? Alors, c'est une question très intéressante que vous posez. Je vais essayer de vous répondre le plus simplement possible. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il s'agit, entre autres, d'éviter une perte. Donc, la première question, c'est de mesurer la perte. Là-dessus, vous vous en doutez, il y a des débats homériques sur voilà, est-ce que vraiment il y aura 1 milliard de morts à la fin de ce siècle sur la planète si on arrive à plus 5 degrés, vous voyez. Mais même en deçà de ce débat-là, il y a encore d'autres débats sur, disons, quel peut être l'avenir d'un continent comme l'Europe en 2035 si on ne fait pas la transition. Bon. Moi, de mon point de vue, mais je peux me tromper évidemment, hein, l'avenir de l'Europe en 2035, si d'ici là nous n'avons pas lancé la transition, il est assez noir. C'est-à-dire que ma position, c'est de penser que nous sommes surtout menacés par la pente déflationniste, hein, qui est un piège absolument mortel pour une économie comme la nôtre. C'est le piège dans lequel l'Europe de l'Ouest et les États-Unis sont tombés dans les années 30, piège dans lequel le Japon est tombé il y a 20 ans maintenant, et dont le Japon n'arrive pas à sortir. Peut-être si vous suivez un tout petit peu l'actualité, vous avez vu que le Japon se débat depuis 20 ans de plan de relance en plan de relance sans réussir à sortir de la déflation. Et je crois qu'on peut dire honnêtement que la déflation, on sait quand on y tombe, personne ne sait comment en sortir. L'Europe et les États-Unis, disons le bassin Atlantique Nord, en est sorti à l'issue des années 30 à cause ou grâce, avec des guillemets, à cause de la guerre. Vous voyez, c'est évidemment précisément ce qu'on voudrait éviter. Donc, de mon point de vue, le scénario de référence, le scénario par défaut, le scénario du business as usual, il est extrêmement noir pour l'Europe si nous ne lançons pas la transition. C'est-à-dire, à mon avis, une déflation majeure, avec une trappe à liquidité, pour parler le langage technique, dont je ne vois pas comment on pourrait sortir. Après, il y a un deuxième versant où je vous trouve un tout petit peu pessimiste. Lancer la transition, c'est extraordinairement créateur d'emplois. Pour une raison simple, c'est que, vous voyez, on peut réfléchir un tout petit peu à la question suivante. Au fond, ce qui s'est passé en Occident depuis la révolution industrielle, ça a consisté, pour dire les choses de manière très très simple et caricaturale évidemment, à substituer aux énergies qui étaient utilisées jusqu'alors, qui étaient essentiellement la photosynthèse, ça c'est l'agriculture, l'énergie animale, l'énergie humaine et un tout petit peu d'énergie de chauffage liée au charbon, bon, à substituer à ces énergies-là l'extraordinaire productivité des énergies fossiles. Charbon d'abord, puis pétrole, gaz, pétrole. C'est ça qui a rendu le travail aussi productif qu'il l'est aujourd'hui. Si on passe à d'autres types d'énergie, elles seront forcément moins productives. On n'arrivera jamais à retrouver d'autres types d'énergie aussi productives que le sont les énergies fossiles. Ça veut dire qu'il faudra travailler beaucoup plus. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que les mêmes devront travailler 2 fois plus, mais ce n'est pas possible. Mais ça veut dire que vraisemblablement, il faudra mettre beaucoup plus de gens au travail qu'il y en a aujourd'hui. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos sociétés. Vous voyez ? Alors après, pour répondre un tout petit peu plus techniquement à votre question, au fond, pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire. C'est-à-dire, si on voulait répondre techniquement à votre question, il faudrait pouvoir faire tourner des modèles macro sur l'économie, disons, Europe de l'Ouest, sur les 30 prochaines années, et évaluer où on arrive si on ne fait rien, où on arrive si on fait tel scénario, etc. Ça, c'est compliqué. Certains chercheurs essaient de le faire. Bon, il n'y a pas de consensus dans la communauté pour l'instant sur ce plan-là, mais c'est des exercices indispensables qu'il va falloir réaliser pour orienter la décision publique. Ça, c'est clair.